Bienvenue dans votre programme Focus Politique, focus sur Christopher Fomua, directeur régional à la National Democratic Institute à Washington. Bonjour Christopher. Bonjour. Le 14 août 1959, que représente cette date pour vous? Je suis né dans un petit village du Cameroun, dans le nord-ouest du Cameroun. Et je crois que c'est à partir de là que commence tout mon parcours, d'abord dans mon village, ensuite dans mon pays et maintenant sur le plan international. Parlez-nous un peu de vos parents, Christopher. Ah, vous savez, je suis né de parents qui étaient des planteurs, planteurs de café, parce que dans le nord-ouest du Cameroun, c'est le café qui est le produit commercial. Donc, je suis né de parents ordinaires qui n'avaient pas fait l'école, mais qui avaient beaucoup d'intérêt dans l'éducation et qui, dès notre bas âge, ont insisté à ce que moi et mes frères et mes sœurs à l'école puissent aller à l'école. Donc, mes parents, c'était des paysans. J'en suis très fier d'ailleurs. Et j'ai passé donc l'enfance dans les écoles primaires, comme tout le monde, dans les écoles secondaires, dans la région, jusqu'au moment où je suis allé à l'université de Yaoundé. Justement, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire au Cameroun, fils de paysan. Vous rencontriez justement des individus d'autres origines, des Français, des Asiatiques, à cette époque? À cette époque-là, ce n'était pas encore le cas parce que c'est en 1960 que le pays a obtenu son indépendance et qu'on a vu déjà émerger les gens, les établissements. Et vous avez vécu scolaires. cette période? Dans mon enfance, j'étais encore tout petit, mais dans mon enfance, je me souviens des années 60, bien sûr. Et de quoi vous souvenez-vous justement? Je me souviens des premières indications de notre indépendance, donc le drapeau national, le président de la République de l'époque, le gouvernement de l'époque, le fait qu'on voyait les personnalités camerounais, nos propres des oncles ou des tantes, prendre des responsabilités gouvernementales. Et c'est ça, à cet âge déjà, qui nous donnait l'impression, en fait, qui nous rassurait qu'on avait obtenu notre indépendance. Et ça a créé un déclic chez vous, justement, enfant, d'avoir cette vision, ce changement? Ça a influencé votre carrière? Ça a influencé dans le bon sens de se rassurer qu'effectivement, on était gouverné par nous-mêmes. Donc, ce n'était plus les gens qui venaient des autres continents, qui donnaient des ordres, qui donnaient des instructions, qui concevaient la politique de développement ou la politique de gouvernance du pays, mais c'était nous-mêmes, les Africains, qui se prenaient en charge. Mais c'est plus tard, bien sûr, lorsque je suis parti du village, lorsque je suis parti de la région, lorsque je suis allé dans la capitale politique qui est Yaoundé, que effectivement à cet âge-là déjà à l'université, j'étais beaucoup plus exposé aux idées des uns et des autres et plus exposé au fonctionnement du monde et sur le rôle que l'Africain que je suis et les autres Africains pouvaient jouer aussi dans le sens de notre contribution au développement du monde. Mais pourquoi avoir décidé de quitter votre village pour la ville? Parce qu'à l'époque, la seule université qui existait au Cameroun, c'était l'université de Yaoundé. Et comme les parents insistaient à ce qu'on reste à l'école, c'était tout à fait un cursus normal du fait que vous terminez le primaire, vous allez au secondaire, après vous allez au lycée. Et si vous réussissez le bac, vous allez à l'université. Donc c'était même automatique, ça ne se discutait même pas. Donc quand j'ai obtenu mon bac en 73, je suis donc allé en 75, je suis donc allé à l'université de Yaoundé, qui était la seule université existante au Cameroun à l'époque. Un environnement, de nouvelles rencontres? Justement, de nouvelles rencontres, parce que je suis né dans la partie anglophone du Cameroun. Vous savez, le Cameroun, dans sa diversité culturelle et linguistique, a une partie qui est anglophone et une partie qui est francophone. Donc moi, ce petit pauvre enfant du village, partant de la zone anglophone pour aller à Yaoundé, la capitale politique qui se trouvait dans la zone francophone. C'est à partir de là que le brassage entre anglophone et francophone, pour moi, a vraiment débuté. Et c'était aussi parce que c'était la capitale, donc ouverte aux personnes de tout horizon,
que j'ai commencé effectivement à nouer des amitiés avec d'autres Camerounais, d'autres compatriotes, mais aussi d'autres Africains qui venaient du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des pays de la sous-région pour fréquenter à l'université de Yaoundé. Et je crois que c'est vraiment à partir de là que j'ai eu cette ouverture vers le monde et qui continue à me servir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous envisagez dès cette période une carrière politique? Non, pas encore, parce que c'était à l'époque du parti unique. Vous savez, les Africains de ma génération ont connu pour la plupart des régimes à parti unique. Donc la politique ne se discutait même pas à l'université, par exemple. Donc j'ai envisagé poursuivre mes études. Donc je pensais à une carrière internationale. Mais à l'époque, je n'envisageais pas encore être impliqué dans la politique. Bien que déjà étudiant à l'université, j'étais très dynamique, très actif dans les associations estudiantines et certains de mes camarades de classe présageaient déjà un parcours un peu plus politique. Mais vous, justement, Christopher, qu'envisagez-vous à cette période? J'envisageais surtout rester à l'école, obtenir un doctorat. Parce que c'était, d'après les références des personnalités qu'on voyait à l'époque, au Cameroun, il y avait des personnalités comme un professeur qui s'appelait le professeur Bernard Forlong, qui avait un doctorat d'État, qui écrivait des articles, qui était très respecté dans la communauté. Donc, pour nous autres, les jeunes qui les voyaient, notre ambition, c'était de devenir des professeurs. Des professeurs. Ouais. Et finalement, vous devenez politologue. Parlez-nous un peu de ce début de carrière. Effectivement, à l'université de Yaoundé, j'ai d'abord fait le droit. Parce que j'envisageais être avoir un doctorat en droit, être un grand juriste, peut-être donner des cours à l'université. Mais quand j'ai terminé donc mes études à l'université de Yaoundé en droit, j'ai trouvé une opportunité pour travailler à Cameroun Airlines à l'époque, qui était une compagnie, notre compagnie nationale. Et je suis donc descendu à Douala, travailler à Cameroun Airlines. Et justement, parce que je travaillais à Cameroun Airlines qui faisait des vols sur l'international, cela m'a projeté effectivement sur la scène. C'est comme ça que vous arrivez à l'international. Oui, à travers ce travail. Pourquoi le droit, Christopher? Parce que, effectivement, le domaine, la profession de juriste dans nos sociétés, surtout à cette époque-là, c'était quand même une profession qui attirait. Valorisée. Qui valorisait. Les parents contents derrière. Tout à fait. En disant, mon fils est juriste, mon fils est avocat, ou mon fils est médecin. Et vous souhaitiez rendre fiers vos parents? Mais parce que j'avais compris combien ils s'étaient investis. L'engagement. Oui, par rapport à l'avenir de leurs enfants. Donc je me suis dit, déjà à cet âge-là, comme je suis l'aîné de la famille, je me suis dit, il faut quand même que je puisse rendre mes parents fiers. L'aîné de combien d'enfants? Bon, parce que mon papa est polygame, comme ça se faisait à son époque, dans beaucoup de sociétés africaines. On était nombreuses, on était 14 ou 15 enfants, mais j'étais l'aîné. Et chaque fois que je rentrais pendant les vacances, je voyais comment mes parents s'intéressaient à mon travail, à mon bulletin de notes, à mon évolution à l'école. Donc, je me suis dit, je vais les rendre fiers. Donc, je suis allé à la faculté de droit. Et après, bon, j'ai trouvé ce travail dans le département juridique de Cameroun Airlines qui m'a vraiment propulsé sur l'international. Et à force maintenant de voyager un peu partout dans le monde, en Europe et ailleurs, cela a réconforté mes ambitions d'aller un peu au-delà de nos frontières et de découvrir le monde et d'acquérir des connaissances nouvelles. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé aux États-Unis pour poursuivre les études supérieures. Justement, en parlant de cet engagement familial, les enfants qui partent du cocon familial pour trouver un parcours avec succès loin de leur famille, est-ce qu'ils représentent un avenir pour ces familles africaines? Oui, il représente un avenir parce que d'abord on est très encouragé par la famille parce que je me souviens déjà à ce bas âge, chaque fois qu'il y avait un enfant du village qui revenait de l'extérieur, ça faisait la joie de tout un village. Donc c'était les modèles à l'époque et on savait que comme sur le plan national il n'y avait pas assez des institutions d'enseignement supérieur,
c'était l'objectif que tout un chacun s'est fixé, c'était au-delà de l'université de Yaoundé, de pouvoir aller à l'étranger, poursuivre ses études pour avoir de bons diplômes et se rendre beaucoup plus utile. Donc, effectivement, c'était le rêve des familles, mais aussi ça donnait une motivation aux enfants et une source de fierté aux parents. Mais en Afrique, on parle de la famille, mais dans un sens très large. Est-ce que ce n'est pas aussi une fierté Absolument. pour le village? C'est justement ce que je disais, parce que la notion de la famille est très vaste, ce qui est une très bonne chose, parce que ça représente aussi un soutien moral énorme. On ne fait pas de distinction entre les tantes, les oncles, les cousins, les frères et les sœurs, et c'est pour cela d'ailleurs que dans beaucoup de villages africains, on trouve que les gens sont toujours très solidaires, très joyeux les uns avec les autres, parce que voilà, l'entraide est très significative. Je vais vous présenter une première photo. Oui. Alors, que représente cette image? Vous savez, là c'est une photo où j'ai été allé témoigner devant le Sénat américain, donc le Congrès américain, sur les questions de sécurité en Afrique. Et justement, parlant de la première partie de notre conversation. De votre carrière. Voilà, de ma carrière, allant du petit village de Gouzan dans le nord-ouest du Cameroun, pour me retrouver devant le Sénat américain, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. Vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que je me rappelle que je suis un enfant de village, un enfant de cultivateur, un enfant de paysan, mais que c'est grâce à mes études, grâce à mes efforts que j'ai pu arriver au point où mon expertise et mon expérience est reconnue sur le plan international. Oui, Christophe, au point de me faire puisqu'aujourd'hui vous êtes directeur régional du département Afrique de la National Democratic Institute à Washington. Oui, Quelle est votre mission? Ma mission en tant que directeur régional pour l'Afrique dans cette organisation, c'est de pouvoir concevoir des programmes et procéder à la mise en œuvre aussi des programmes qui peuvent aller dans le sens de soutenir et d'accompagner le développement, surtout le développement politique de notre continent. La mise en place des institutions de gestion de la gouvernance, le soutien à la démocratie, la gestion des questions des droits de l'homme et tout le soutien que cette organisation, qui est une structure non gouvernementale, à but non lucratif, peut œuvrer à côté des démocrates africains pour consolider la démocratie et la paix sur notre continent. Mais oui, puisqu'aujourd'hui vous faites partie quand même du Parti démocrate américain. L'Institut est lié à une affiliation avec le Parti démocrate américain, mais toutes les activités que nous menons sur le plan international se font de façon non partisane. Nous ne venons pas avec une idéologie spécifique, avec des objectifs. Vous êtes apolitique? Nous sommes non partisans, c'est-à-dire on soutient un processus sans avoir à choisir les gagnants et les perdants dans ce genre de processus. Donc vous êtes apolitique? Nous sommes non partisans parce que nous sommes très impliqués dans le domaine politique, mais de façon non partisane. Par exemple, en matière d'observation des élections, en matière de la formation des élus au niveau, par exemple, national avec les députés des différentes assemblées nationales, ou bien au niveau local avec les maires, les conseillers municipaux. Donc, nous sommes en plein dans le domaine politique, mais on le fait de façon non partisane. Et là, vous vous retrouvez donc en début de carrière au Sénat. Je me retrouve en train de témoigner sur des questions africaines devant les sénateurs américains. Ça, c'est vraiment un honneur, c'est un privilège et je me suis senti très honoré, mais en même temps très touché parce que c'est pas tous les jours qu'un enfant des paysans venant du Cameroun se retrouvent devant les sénateurs américains pour exposer sur son point de vue sur les questions africaines et aussi faire des recommandations par rapport à ceux qui sont appelés à façonner la politique américaine par rapport à notre continent. Le comportement de vos parents en face d'une telle évolution, votre carrière? Je crois qu'ils sont très heureux. Cette photo, ils l'ont déjà vue? Je pourrais dire que malheureusement, il y a ma maman qui est décédée il y a de cela 2 ans,
Mon père vit encore, mais il est tellement vieux. Chaque fois qu'il me voit, il sourit seulement, même si on n'arrive pas à bien communiquer. Je sens qu'il est très heureux. Mais sinon, le reste du village, donc mes frères, mes soeurs, mes cousins, les oncles, les tantes, tout le monde adore cette unité de voir leur fils arriver à un stade où sa contribution à l'humanité est très appréciée. Et c'est d'ailleurs pour cela que chaque fois que je vais au village, vous serez surpris, mais ça va dans les traditions africaines, que les vieilles mamans veulent encore me soulever, comme elles m'avaient tenu quand j'étais bébé, alors que je suis déjà un homme d'un certain âge, d'un certain poids, mais ça voudrait dire que c'est la fierté. C'est la fierté, c'est l'amour de cet enfant qu'ils ont vu grandir et qui continue à constituer un soutien moral énorme dans tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Votre position, vous êtes un homme de compromis, un globe-trotteur? Je suis un globe-trotteur par la nature de mon travail professionnel, mais je suis aussi un enfant d'Afrique, un Africain gâté. Gâté dans ce sens que, à travers ce travail que j'ai trouvé par pure circonstance, je me retrouve dans une position où je suis en train de porter une contribution à mon propre continent. Parce que partout où je me trouve, que ce soit au Cameroun, qui est mon pays de naissance, ou au Gabon, d'où je viens en ce moment, ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je suis accepté par tous les autres Africains qui me considèrent comme l'un de leurs. Et pour moi, il y a des moments où je me demande, est-ce que je devrais même être payé pour cela? Parce que je suis en train de rendre un service énorme à mon continent, et je le fais avec beaucoup de fierté, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Votre visite, si on revient à la partie carriériste, votre visite au Gabon, une volonté d'apaisement, de transparence des élections à venir? Oui, c'est justement parce que le Gabon se prépare à des élections présidentielles et qui seront suivies quelques mois après par des élections législatives. Et il était important, surtout que le Gabon se trouve dans une sous-région qui a connu beaucoup de difficultés en matière électorale ces derniers temps, avec des cas comme le Burundi, le Congo-Brazzaville et puis la République démocratique du Congo, où la tension est en train de monter. Donc, au lieu d'attendre que les choses se gâtent pour arriver à la dernière minute, soit pour critiquer ou pour essayer d'éteindre le feu, nous nous sommes dit c'est bien d'aller en amont, d'engager de créer des conditions pour favoriser un dialogue entre les Gabonais, de parler aux uns et des autres et de mettre sur la table quelques recommandations qui peuvent leur servir pour qu'ensemble ils puissent vraiment œuvrer dans le sens d'organiser des élections paisibles, transparentes et crédibles. Vos traditions vous aident dans la négociation, vous êtes de tradition africaine. Oui, justement, ça aide à plusieurs niveaux parce que tout d'abord, ça facilite l'ouverture de beaucoup de portes. Dès que j'arrive et que les gens se rendent compte que c'est l'un de leurs, tout de suite, l'accueil est très chaleureux parce qu'ils se disent, lui au moins, il connaît nos us, il connaît nos coutumes, il connaît notre culture. Et il sait comment parler aux gens, il sait comment les amener à s'entendre, il sait comment tirer même les leçons, les atouts de nos traditions africaines pour pouvoir résoudre certains palabres. Parce que n'oublions pas, nous tous, Africains, nous avons grandi avec ce concept de l'arbre à palabres. Nous avons grandi avec des valeurs démocratiques comme la tolérance, le respect mutuel, la convivialité. Et il est très aisé pour quelqu'un comme moi, en débit de toute l'éducation occidentale que j'ai eue par la suite, de rester vraiment ancré dans nos traditions. Et je crois que ça facilite beaucoup le travail que j'essaie de faire pour le compte du NDI. Voilà, donc une continuité dans le processus d'entente entre ces pays. Tout à fait. Parlez-nous un peu du cas de la Guinée-Conakry. Un succès pour vous? La Guinée-Conakry, c'était l'un des pays africains qui, très tôt, au moment des indépendances, comme on parlait des indépendances, a voulu se dégager du reste du monde occidental d'abord, mais dans un contexte de la guerre froide, qui a été pénalisé par le reste du monde de ce phénomène. Ce qui fait que au moment où, dans les années 90, beaucoup des autres pays africains connaissaient des transitions pacifiques, paisibles, le retour au multipartisme, la Guinée a
toujours été gérés par des régimes autoritaires ou des régimes militaires, jusqu'à tout récemment. Donc je trouve que le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse compter la Guinée-Conakry comme l'un des pays qui fait des efforts dans la démocratisation, qui a eu à organiser des élections pluralistes et acceptables, ça c'est vraiment un bon signe. Et quelqu'un comme le président le professeur Alpha Condé, qui est justement, vous y venez même très tôt. J'allais vous présenter la deuxième sélection images. Oui. Effectivement, là c'est une photo avec le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, qui a eu l'amabilité de me recevoir lors de mon dernier passage à Conakry. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pendant qu'il était dans l'opposition, qui a même fait l'exil ici en France, parce qu'il était pourchassé par les militaires de l'époque, mais qui, à cause de son attachement à son pays et à son continent, a pris tous les risques pour répartir au pays, essayer de participer dans le jeu politique, et qui a réussi à conquérir le pouvoir et qui maintenant essaie de poser des actes qui vont aller dans le sens de rehausser le bien-être de ses compatriotes. Et c'est quelqu'un vraiment à encourager et à féliciter dans ses efforts, même s'il y a encore du travail à faire dans certains domaines. 50 millions d'Africains vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, je crois que le contexte de notre continent est un peu difficile sur cet aspect, mais j'ai l'habitude de dire, et je le dis haut et fort, que l'Afrique n'est pas un continent pauvre. L'Afrique est un continent très riche. Mais malheureusement, dans certains cas, c'est la mauvaise gestion de nos ressources qui contribue à la pauvreté que nous voyons dans certaines couches de nos populations. Parce que si vous voyez les chiffres des institutions financières qui vous parlent du taux de croissance, le taux de croissance des différents pays africains est souvent très élevé. Mais cela ne se traduit pas par une amélioration directe et constante de la vie des populations, de l'ensemble des populations. On le voit avec l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria aussi. Tout à fait, parce que dans ces pays-là, vous trouvez que parfois, il y a une poche de gens qui sont très bien nantis, qui sont très riches, mais encore à côté d'eux vivent des populations qui sont effectivement dans ce seuil de pauvreté, qui donnent une image un peu dénaturée de notre continent. Mais sinon, compte tenu des ressources matérielles de notre continent, compte tenu même des ressources humaines, l'Afrique n'est pas un continent pauvre. La preuve en est que la plupart des grandes sociétés vont en Afrique pour faire des business, pour s'enrichir, alors que nos populations dans certains pays vivent dans une pauvreté qui ne devrait pas l'être au XXIe siècle. Aujourd'hui, consommation première, la consommation est le premier moteur de croissance selon Philippe Gauthier, directeur adjoint du MEDEF. Oui. De quelle consommation parle? Le monde aujourd'hui est devenu un monde de la consommation, un monde de consommateurs. Et même notre continent consomme énormément par rapport à la production. Justement parce que nous n'avons pas encore réussi à industrialiser le continent africain. Ce qui fait que nous sommes dans nos modèles, dans les modèles économiques établis dans les années 60-70, où nous comptons beaucoup sur les économies d'exportation. Donc on exporte toute la matière brute, sans transformation locale sur place, et on réimporte la matière finie à un prix plus élevé. Je prends un pays comme le Nigeria, par exemple, qui est un pays producteur de pétrole, mais qui n'a pas de raffinerie. Donc le Nigeria exporte le pétrole brut et réimporte les produits finis à un prix très élevé. On appelle ça la détérioration des termes de l'échange. Tout à fait. Vous voyez, il y a beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, qui produisent le café, le cacao. Mais si nous n'arrivons pas à transformer ces produits sur place, notre population, qui est une population à faute de consommation, dépendra pendant longtemps sur les importations qui faussent un peu les équilibres commerciaux dans nos différents pays. On voit qu'aujourd'hui l'arrivée du e-commerce commence un peu à changer la donne. Une Afrique numérique?
Oui, ça change un peu la donne et il y a aussi des éléments qui militent en notre faveur. C'est que l'Afrique d'aujourd'hui a le taux de croissance démographique le plus élevé du monde. Donc nos jeunes, c'est un marché très puissant qui monte en puissance et avec les projections démographiques par rapport aux populations de l'Afrique, je me dis que nous constituons déjà un très grand marché et dans les 20, 30, 40, 50 années à venir, le marché africain sera encore plus important. Donc, il est temps que nous essayions de voir comment mieux poser des actes, mieux baliser le terrain africain pour capitaliser sur cette potentialité d'un marché important par rapport à la démographie, mais aussi de la présence des matières premières qui bénéficieraient à être transformées sur place pour la plupart. On voit aussi, Christopher, que beaucoup de grandes sociétés font appel à l'intelligentsia africaine. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas assez de mains sur le continent pour pouvoir répondre, ou une formation manquante pour pouvoir répondre à leurs demandes? Non, je crois que nous devrons valoriser nous-mêmes l'intelligentsia dont nous disposons. Vous êtes vous-même issu de l'intelligentsia. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas encore au Cameroun des Camerounais aptes à pouvoir... Mais il y en a plein, parce que ça je le dis chaque fois que je suis au pays, que je rencontre des jeunes, parce que je me fais le devoir d'aller envers les jeunes, d'aller dans les lycées, dans les institutions universitaires pour parler aux jeunes. Et je leur dis à chaque fois, pour un Christopher Fomogneux qui est allé à l'université de Harvard ou à l'université de Boston, il y a 1000 autres Christopher Fomogneux au Cameroun qui ne demandent que l'opportunité de pouvoir aussi s'affirmer sur le plan académique ou sur le plan international. Donc, et ça, vous y participez à travers votre fondation Fomogneux, donc fondation dont on parlera dans peu de temps. Tout à fait. Inde, Chine, Brésil, est-ce le même parcours, le même avenir pour l'Afrique? Oui, parce que dans ces BRICS, ce que nous appelons, en fait, qu'on appelle communément les BRICS, c'est-à-dire les pays presque intermédiaires entre les grandes puissances et les pays en voie de développement, on trouve, quand on cite la Chine, l'Inde, le Brésil, on cite déjà aussi l'Afrique du Sud qui fait partie. Donc je crois que sur le continent africain, il y a des grandes économies comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Éthiopie, qui peuvent peser sur la balance, sur le plan international, sur le plan mondial. Donc il faudra seulement qu'on continue à œuvrer et qu'on facilite aussi le commerce interafricain. Parce que très souvent, ce marché africain n'est même pas... les sociétés africaines de certains pays n'arrivent pas à exploiter au maximum. Il n'y a pas assez d'interaction, de communication. Tout à fait. Peut-être mettre en place un nouvel organisme. Tout à fait. Et parfois, si vous voulez prendre l'avion d'un pays africain à un autre, vous passez peut-être 8 heures de temps pour une distance assez courte, alors que parfois, c'est plus facile de faire un long vol sur l'Europe et de répartir sur le pays voisin que d'aller d'un pays voisin à un autre. Enfin, on dit aujourd'hui que la présence des grandes sociétés occidentales favorise la croissance de l'Afrique. Qu'en pensez-vous? Ça favorise à court terme, mais je pense qu'il faudra aussi que ces grandes entreprises, grosses entreprises, puissent nouer des partenariats avec le secteur privé africain. Parce qu'il faut quand même, nous ne pouvons pas continuer à exercer sur la même logique que par le passé où les grandes sociétés venaient en Afrique exploiter les matériaux premiers pour l'exporter, alors que notre secteur privé, le secteur privé africain a besoin d'être soutenu. Et le module qui me paraîtrait le mieux indiqué, c'est des partenariats entre ces grandes entreprises et le secteur privé africain pour renforcer la capacité du secteur privé africain à être des acteurs principaux sur notre continent. Il n'y a pas de raison pour que 50 ans, 60 ans après les indépendances, on ne retrouve pas de grandes entreprises africaines dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans d'autres domaines qui devraient pouvoir faire concurrence avec des entreprises étrangères. Il est vrai que dans certains pays comme le Nigeria, par exemple, on voit un Dangote
dans la cimenterie. Ça, c'est un bon exemple. Je souhaiterais qu'il y ait 30, 50 dangoutis africaines éparpillées un peu partout sur le continent. Sur le continent africain. Tout à fait. L'Afrique, acteur principal, on l'a vu récemment avec la COP 21. Oui, parce que dans le domaine de l'environnement, nous avons un atout, c'est que nous avons un capital au jour d'aujourd'hui, en dehors par exemple du Brésil, le reste de forêt sur le plan mondial est concentré en Afrique. Donc nous avons notre contribution au développement durable, au développement durable du monde et sur la résolution des problèmes climatiques. C'est réel et j'ai été très heureux de voir la place qu'a occupée l'Afrique lors de la conférence du COP 21. Votre mission sur Terre, fédérer, rassembler, faciliter le dialogue et le développement du bien-être commun. Parce que quelque part, je me dis, si le bon Dieu a pu prendre cet enfant du village, un enfant du paysan, pour lui donner l'opportunité de porter une contribution, il faudra vraiment que, peut-être, à travers cette contribution, je puisse laisser des traces sur Terre. Monsieur Fomua, la diaspora africaine, une diaspora unie aux États-Unis? En fait, elle est en train de se réunir, elle est en train de s'unir, mais ce n'est pas très aisé parce que lorsque la diaspora... D'abord, nous sommes, en tant qu'Africains, nous sommes le seul peuple à travers le monde à être éparpillé sur tous les autres continents du monde. Tout à fait. Il n'y a pas un continent où vous arriverez sans trouver des Africains, mais des Africains qui restent très attachés à leur culture et à leur continent. Donc ça, déjà, c'est un atout pour nous. Bon, il peut arriver que, dans certains cas, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, et notamment des États-Unis d'Amérique, cette diaspora africaine arrive dans une société qui va à une vitesse beaucoup plus rapide que la vitesse dans les pays d'origine, et que cette diaspora soit contrainte à prendre beaucoup de temps pour s'adapter. Et dans cette période d'adaptation, il est encore difficile, il est parfois difficile d'amener les gens à s'unir au moment où ils cherchent plutôt à s'intégrer dans la nouvelle société. Et je pense que c'est ce qui se passe aux États-Unis. Mais sinon, lorsqu'il y a des festivités culturelles, sociales et autres, vous les voyez sortir et vous les voyez travailler ensemble. Alors, je vais vous présenter une autre photo. Focus image. Est-ce, lors de vos conférences, les thématiques que vous abordez de l'intégration de cette diaspora africaine aux États-Unis? Oui, là, c'était une conférence sur les questions de sécurité et de stratégie par rapport à notre continent. Et je trouve justement que les fils et les filles du continent, quel que soit là où ils se trouvent, et surtout s'ils se trouvent dans des pays qui pèsent, que nous soyons tous des ambassadeurs extraordinaires de notre continent, que nous soyons tous les voix qui portent pour que la voix de l'Afrique soit entendue. Donc c'est pour cela que chaque fois que l'opportunité m'est donnée pour parler des questions africaines, je le fais parce que je me dis que le monde est devenu un village planétaire, le monde de la globalisation demande à ce que la voix de l'Afrique soit entendue partout où ça peut l'être et partout à travers le monde. Les diasporas africaines francophones des États-Unis, un point important pour la croissance et le lobbying afro-américain? Oui, absolument, parce que vous voyez, notre continent a une population francophone qui pèse. L'Afrique ne pourra jamais se développer sans tenir compte de cet élément. Donc, le fait qu'au jour d'aujourd'hui, même dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, on trouve beaucoup de francophones, des Africains venant des pays francophones, est une très bonne chose. Parce que dans ce bratissage entre les Africains francophones et les Américains anglo-saxons, ça permet, ça facilite soit la communication ou les relations éventuelles entre les pays francophones et les États-Unis d'Amérique. Vous serez... Peut-être vous ne serez pas surpris de savoir que lorsqu'on parle de l'Afrique, certains des pays qui ont les meilleures relations
avec les États-Unis, sont les pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, des pays francophones, mais où les relations professionnelles sont en train de se développer dans le bon sens. Et là, je pense que les populations francophones vivant sur le sol américain, ils sont pour quelque chose. Contribuent. On va vous parler d'un enfant du pays. Focus sur une autre image. Oui. Là, c'est Barack Obama, Votre président. Le président des États-Unis d'Amérique, que j'ai eu le privilège de connaître à l'université de Harvard, parce que je suis arrivé à l'université de Harvard à la faculté de droit au même moment que lui, mais dans des programmes séparés. J'étais dans un autre programme et lui, il était dans sa première année dans un autre programme, mais on était tous à l'université de Harvard, Harvard Law School, qui est quand même une école très connue aux États-Unis d'Amérique. Mais que j'ai eu aussi le privilège de le voir évoluer jusqu'à être président du pays, de la première puissance mondiale. Et là, quelles que soient les critiques, je me dis que quelles que soient les critiques qu'on peut porter par rapport à sa politique, ou bien ce qu'il a pu marquer comme son passage comme président des États-Unis sur le continent africain, le fait déjà qu'un Africain, qu'un Américain de la deuxième génération, donc un Américain né de parents, dont l'un des parents était du continent africain, soit arrivé comme président des États-Unis d'Amérique, devrait être un signe d'encouragement à tous les Africains, à tous les Africains de la première, deuxième, troisième génération de la diaspora africaine, quelle que soit là où elle se trouve. Effectivement, notre culture, notre continent compte, quel que soit là où on se trouve, on peut réussir avec ce sang africain que nous avons dans notre corps. Il y a une politique justement mise en place par le président Obama pour favoriser l'intégration de la diaspora africaine aux États-Unis? Je crois qu'il est très sensible à la question parce qu'il a ouvert plusieurs opportunités pour que la voix de la diaspora africaine soit entendue. Vous vous souvenez qu'il a lancé des programmes envers les jeunes Africains. Son programme de Yali qui invite les jeunes Africains à venir aux États-Unis, s'intégrer dans les sociétés américaines, travailler ou étudier pendant un certain moment et échanger des relations, nouer de nouvelles relations qui peuvent fructifier dans l'avenir. Vous vous souviendrez aussi qu'il a eu à recevoir beaucoup de jeunes Africains à la Maison-Blanche, à dialoguer avec eux et à les motiver à savoir qu'eux aussi peuvent réussir dans la vie. Je crois que en plus d'une évaluation matérielle de l'impact de Barack Obama, on devrait tenir compte de cette impulsion psychologique qu'il a pu donner aux jeunes Africains de savoir qu'ils peuvent réussir, quel que soit, eux aussi réussir, quel que soit là où ils se trouvent. Stop killing our children. Yes, ouais. C'est une image symbolique. Image symbolique, mais un peu triste, parce qu'il se passe aux États-Unis actuellement, à un moment où beaucoup de jeunes Africains, noirs, et surtout des hommes, se sentent ciblés, visés par les forces de l'ordre. Vous qui êtes promoteur de la sécurité, promoteur justement de la compréhension du vivre ensemble, un témoignage? Mon témoignage serait que ça démontre qu'il y a encore du travail à faire et que la démocratie, comme disait le président John F. Kennedy, est une œuvre inachevée et qu'on ne devrait pas croiser les bras en se disant que le pays a déjà tout réussi. Il faut toujours travailler à renforcer cette convivialité et à rehausser les relations humaines, quelle que soit la race, la couleur de la peau, et ainsi de suite. Ça voudrait dire que même aux États-Unis, il y a encore du travail à faire dans ce domaine, et ça commence par le comportement de tout un chacun dans sa communauté, dans sa ville, dans son État, avant que les politiques au niveau national ne prennent le devant. Et M. Christopher Fominio, c'est bien ce que vous faites au sein de votre fondation, Fominio Fondation. La dernière photo. Oui, ça c'est la photo la plus touchante de toutes les photos parce que ça me ramène à mes racines et ça nous ramène tous, ça devrait nous ramener tous, tout un chacun à ses racines, de savoir que quelle que soit
les diplômes qu'on peut obtenir sur le plan international, les conférences auxquelles on peut assister, les discours qu'on peut faire. À la fin de la journée, il faut penser, revenir à des hommes. Tout à fait. Nous restons les Africains enracinés dans nos cultures. Et là, c'est une photo dans une chefferie du nord-ouest du Cameroun où un chef supérieur m'a donné des attributs traditionnels. C'était sa façon, je le crois, de me rappeler qu'en début de tout ce que je fais, je reste un fils du tiroir, je reste un fils du Cameroun. Et il faudra que je pense toujours aux miennes et que je puisse ne pas me laisser déraciner de cette culture africaine très riche et qui devrait me permettre de fructifier davantage ma contribution à l'humanité. Donc, c'est à travers la fondation que j'essaie aussi de poser des actes dans l'humanitaire, dans l'éducation, dans la communication avec les jeunes, pour porter aussi ma modeste contribution au développement de mon pays, le Cameroun. Votre plus grand succès au sein de cette fondation, Monsieur Christopher Fomunyo? C'est difficile à dire parce que je ne voudrais pas donner l'impression que je suis moi-même en train de me jeter des fleurs. Mais le fait, par exemple, de faire des dons aux populations diminuées, par exemple, dans le nord de notre pays, où le pays a été frappé par la crise de Boko Haram, et où dans certaines écoles, les enfants se sentaient un peu délaissés, où l'infrastructure, notamment les bibliothèques, manquaient dans certaines écoles. Le fait d'aller vers ces écoles-là et de faire des dons en livres, d'encourager les jeunes à lire, à étudier, à rester à l'école. Même si sur le plan matériel, on ne peut pas tout de suite compter l'impact matériel immédiat, je crois que c'est un impact qui peut durer dans le temps. Le fait, par exemple, de faire des séminaires de formation pour les femmes, pour les populations qui sont délaissées, ça renforce leur capacité, ça leur donne la confiance de pouvoir s'imposer, de pouvoir se prendre en charge. Et tout ça, c'est des actes qui comptent, que la Fondation essaie de mener. Croire à l'avenir. Parce que nous croyons effectivement à l'avenir, nous croyons fermement que tout un chacun peut porter sa contribution, aussi modeste soit-elle. Et si nous réussissons déjà à faire passer un certain message de convivialité, d'adhésion à des valeurs humanistes, je crois qu'à la longue, on pourra avoir un impact sur le plan national et même sur le plan continental. Et chacun de nous devrait trouver moyen de donner quelque chose en retour à cette société africaine qui nous a tant donné. Le bilan, vous êtes la représentation de cette croyance en l'avenir pour votre famille et votre départ de l'Afrique, votre success story à l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur Fomunyo. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de vous remercier parce que, à travers votre exemple également, vous êtes en train de démontrer que quel que soit là où se trouve un Africain, il est capable ou elle est capable de faire porter la voix de notre continent. Et vous le faites si bien ici en France. Les autres sont en train de faire de même sur d'autres continents. Et je pense que c'est l'agrégation, donc le cumul de tous ces efforts qui feront rayonner notre continent avec sa culture si riche, avec sa diversité et tout ce que l'Afrique peut porter sur le plan mondial au reste du monde. Donc je tiens à vous remercier et à vous encourager dans vos efforts. Et je dirais aussi à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs africains que l'avenir nous appartient. Parce que lorsqu'on fait même les projections sur la démographie du monde, l'Afrique est un continent jeune, c'est le plus jeune continent du monde. Et l'Afrique est en train de monter en puissance, point de vue démographique. Nous devrons saisir cette opportunité pour nous imposer. Et j'ai foi en l'avenir parce que notre continent est un continent très riche. Et je pense qu'avec une meilleure gestion de nos ressources matérielles et humaines, nous serons au devant de la scène, nous serons le locomotive du train de développement de l'avenir du monde. Et je vous remercie. C'était votre magazine Focus Politique, focus sur le parcours d'un politologue, Christopher Fomunyo, vision et avenir pour l'Afrique. Merci.